Bonjour les amis, aujourd'hui je vous parle d'une série de 7 vidéos que j'ai décidé de faire à partir d'aujourd'hui, tous les jours à 10 heures de France, sur les questions d'influence, sur les grands enjeux internationaux en lien avec l'environnement, la santé et le genre, c'est-à-dire les accords internationaux. On va beaucoup parler de multilatéralisme parce que de nos jours, il y a beaucoup de dirigeants populistes qui s'opposent aux institutions de multilatéralisme comme l'Union européenne. En Afrique, il y a l'Union africaine, il y a aussi l'OMS, il y a de nombreuses institutions qui sont chargées de la coopération internationale, du multilatéralisme, et nous voyons de nombreux dirigeants politiques qui s'opposent à ces institutions, au travail de ces institutions dans le cadre du multilatéralisme, que ce soit pour le développement ou pour des accords internationaux en lien avec l'environnement, le genre et la santé. Donc nous allons parler des questions d'influence des dirigeants politiques, comment un leader politique peut développer son influence en se basant sur la coopération internationale en lien avec des secteurs comme la défense et aussi, comme je disais, ces accords internationaux dans ces 3 domaines que j'ai cités, l'environnement, la santé et le genre, qui sont mes domaines de spécialisation. Et on va également beaucoup parler d'Union européenne, et en tant qu'Africaine, je vais aussi parler d'Union africaine. Alors, comment mobiliser, créer un engagement pour son offre politique en se basant sur les grands enjeux internationaux que je viens de citer. Aujourd'hui, je parle de l'Union européenne, les accords de nouvelle génération de l'Union européenne, le lien avec les matières premières. Je vais prendre l'exemple de Singapour, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et Singapour. C'est une cité-État qui ne produit pratiquement pas de matières premières, mais avec laquelle l'Union européenne a développé un accord de nouvelle génération qui vise à supprimer totalement ou en grande partie les barrières comme les droits de douane dans les échanges commerciaux. Donc, c'est en lien avec le commerce international, mais aussi de protéger les investissements. C'est ce qui m'intéresse beaucoup ici, parce qu'avec les nouvelles décisions du président Donald Trump concernant l'augmentation des taxes, des droits de douane, il y a de nombreux secteurs qui vont être impactés ici en Europe, comme par exemple le secteur de l'aéronautique, le secteur même de la chimie. Il y a de nombreux secteurs qui vont être impactés parce que ça concerne l'aluminium, l'acier. La production va diminuer. On a vu déjà ArcelorMittal qui a annoncé 600 suppressions de postes ici en France. Et parce que les gens qui exportent vers les États-Unis, si les taxes douanières augmentent, évidemment, eux, ils vont moins vendre, donc ils vont diminuer la production. Ça va entraîner des pertes d'emplois ici en Europe. Et les produits qui viennent d'Amérique vont coûter plus cher. Donc, ça va impacter le portefeuille de l'Européen lambda, de l'Européen moyen, parce que le prix va augmenter et le pouvoir d'achat va diminuer. Donc, quel que soit le système de valeurs du groupe auquel le leader politique s'adresse, il y a des enjeux internationaux en lien avec la gouvernance internationale qui impactent tout le monde de la même manière. Alors, quel que soit le groupe auquel vous vous adressez, si c'est des patriotes, des protectionnistes, des souverainistes, dans tous les cas, des décisions internationales comme ça, concernant le commerce international, ça frappe tout le monde de la même manière et ça impacte tout le monde de la même manière. Donc, on est obligé de s'intéresser aux questions de gouvernance internationale, d'aller au-delà de certains groupes auxquels on s'adresse parce que les décisions qui sont prises au niveau international, les gouvernances en lien avec la gouvernance mondiale impactent forcément ces groupes, quels qu'ils soient. Donc, le multilatéralisme, c'est un rempart dans ce monde incertain parce que ensemble, l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, ensemble, ils peuvent mieux faire face à certaines turbulences. Par exemple, quand je prends le cas de Singapour, on a vu avec les annonces de Donald Trump concernant les taxes douanières, tout le monde allait investir dans l'or parce que l'or, c'est une valeur refuge. Ça, on n'a pas besoin d'avoir fait Wall Street ou bien d'avoir fait des études d'économie à Oxford pour savoir ça, que quand les temps sont incertains dans le domaine de la finance, tout le monde, il faut investir dans l'or, c'est une valeur refuge. Alors, Singapour, c'est un hub financier, c'est un pôle majeur en matière de production, enfin en matière d'achat et de stockage d'or. Parce que c'est un pays sécurisé, il n'y a quasiment pas d'insécurité là-bas. Ils ont des coffres forts, ils gardent les lingots d'or. D'ailleurs, les États-Unis
sont les premiers clients de Singapour en termes d'achat de lingots d'or. Et grâce à l'achat d'or par les États-Unis à Singapour, la cité-État a réalisé un excédent dans sa balance commerciale depuis 2006. Donc, quand Donald Trump a annoncé le matin, avant 17 h, le cours de l'or a augmenté, tout le monde allait investir dans l'or. Donc, quel est le lien avec les accords de nouvelle génération mis en place par l'Union européenne, qui sont des accords bilatéraux qui lient l'Union européenne à des pays? Donc, dans le cas de Singapour, protéger les investissements, les gens qui veulent investir dans l'or, dans ces contextes particuliers, leurs investissements sont protégés. Ça permet de stabiliser les marchés, ça contribue en tout cas à stabiliser les marchés boursiers. Donc, ces accords bilatéraux, ce sont des outils d'influence de soft power de l'Union européenne. Parce que, je prends le cas du Chili, l'Union européenne a signé des accords bilatéraux, un accord bilatéral aussi avec le Chili, parce que le Chili, c'est un pays qui est très attaché aux valeurs, je n'ai parlé dans ma vidéo précédente, aux valeurs de protection de l'environnement, du genre, des groupes vulnérables. Donc, quand l'Union européenne va signer des accords bilatéraux avec des pays d'Amérique latine comme le Chili, ça va permettre de promouvoir ces valeurs, parce que l'Union européenne aussi, sa ligne de conduite, c'est le développement durable, le commerce international. Donc, ça va permettre de renforcer ces valeurs autour du développement durable, de la diversité, de la protection du genre. Ça va permettre d'étendre son influence autour de la promotion de ces valeurs avec des pays avec lesquels l'Union européenne partage les mêmes valeurs, et de renforcer cette vision du monde dans ces temps incertains où tout tangue. Donc voilà, l'Union européenne a signé un accord bilatéral avec le Chili. Et c'est le premier accord vraiment qui insiste, le premier accord de l'Union européenne qui insiste sur les questions de genre, d'équité dans le domaine du commerce international. Et ce sont des valeurs en lien avec le développement durable et auxquelles l'Union européenne et certains pays du monde comme le Chili, comme l'Amérique latine, l'Alliance du Pacifique, qui se positionnent comme un pôle majeur en matière de promotion d'énergie renouvelable. Ils promeuvent ensemble ces valeurs et l'Union européenne va élargir son marché comme ça, élargir son influence. Parce qu'il faut savoir que l'Union européenne est un marché très convoité. C'est un espace géographique où les gens sont riches en moyenne, en tout cas par rapport à la moyenne dans le monde. Donc tout le monde veut avoir accès à ce marché. Donc pour avoir accès à ce marché, pour vendre vos produits sur ce marché, vous allez devoir respecter leurs normes en termes de production, sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan du genre, sur le plan des normes sanitaires. Ça va permettre à l'Union européenne aussi de défendre son modèle à l'international. Et en retour, l'Union européenne aussi va pouvoir avoir accès aux matières premières. Le Chili, c'est un pays qui est riche en terres rares. Il n'y a pas que la Chine, hein. La Chine produit des terres rares, le Chili produit des terres rares. Ils sont en train d'aller même vers une production durable des terres rares en partenariat avec d'autres sociétés. Donc, l'Union européenne ne veut pas dépendre d'un seul pays pour acheter ces terres rares. Il y a la Chine en Asie, mais si le Chili est en train de se positionner comme un pôle majeur, il y a aussi l'Australie qui va en train de développer la seule usine de production de traitement des terres rares en Asie, en dehors de la Chine. Mais le Chili en Amérique latine est aussi un bon client pour l'Union européenne qui veut diversifier ses sources d'achat, d'accès aux terres rares, parce que ce sont des éléments indispensables dans le domaine de l'armement électronique, aéronautique, aérospatial, même dans la médecine et même dans les nouvelles technologies. Donc, le monde actuellement ne peut pas se passer de terres rares. En faisant donc en nouant ces accords bilatéraux avec des pays stratégiques comme le Chili, l'Union européenne va promouvoir son modèle basé sur le développement durable, la protection du genre. Tout le monde connaît le développement durable, mais aussi va sécuriser son accès ou diversifier ses sources d'approvisionnement dans le domaine des éléments stratégiques, des matières premières stratégiques comme les terres rares. Je dirais qu'ils sont même plus stratégiques de nos jours que l'or. Parce que sans les terres rares, on ne peut pas fabriquer de voitures électriques. Or, l'Union européenne est en train d'aller vers la promotion des voitures électriques d'ici 2030. Donc, sans les terres rares, on ne peut pas explorer l'espace. On ne peut pas les équipements dans l'armée. On ne peut pas assurer une indépendance dans le domaine de la production de matériel, dans l'armement, dans la défense. Donc, tous les pays qui produisent des terres rares sont stratégiques pour l'Union européenne. Et l'Union européenne va aller défendre son modèle basé sur
la promotion du développement durable, avoir accès aux matières premières stratégiques dont les terres rares, et ces pays en retour vont avoir accès au marché de l'Union européenne pour vendre leurs produits en répondant aux normes, à ces normes environnementales, sanitaires, etc., sociales. Donc ça, c'est du soft power. C'est vraiment l'influence, le soft power qui est différent du hard power, qui consiste à intervenir sur le plan militaire, à bombarder. Bon, c'est nécessaire quand il y a certaines cibles, comme dans le cas du Yémen, où il y a des pirates qui menacent le commerce international en région maritime. Il n'y a pas d'autre choix que de bombarder ces pirates pour qu'ils n'empêchent pas le flux, le trafic maritime pour le commerce international. Mais dans des cas différents, c'est le soft power qui est privilégié, et en tout cas par l'Union européenne, et ils ont un bon modèle à promouvoir qui est le développement durable. En même temps, ils doivent accéder aux matières premières stratégiques pour leur développement, pour leur croissance, pour leur sécurité, la défense, même dans le domaine de l'agriculture, pour la sécurité alimentaire. Donc le multilatéralisme est un rempart de nos jours. C'est pareil pour l'Union africaine. En se mettant ensemble, les pays africains peuvent développer des politiques énergétiques communes et développer un modèle de développement durable adapté à l'Afrique. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler d'influence des décideurs politiques, ceux qui se positionnent pour le multilatéralisme, pour la promotion de l'appartenance à des institutions comme l'Union européenne, l'Union africaine. Ils sont bien positionnés parce que de nos jours, on va avoir des gros complexes dans le monde, et les pays qui sont isolés, les pays qui n'appartiennent pas à ces institutions ne pourront pas faire face aux défis actuels en lien avec la sécurité, le développement, le réchauffement climatique, pour ne citer que ceux-ci, les épidémies, les pandémies. Donc les pays qui ne s'intègrent pas, qui ne s'impliquent pas, qui ne font pas partie de ces grands complexes, de ces institutions basées sur la coopération internationale et le développement, surtout le développement durable, ils vont être balayés par les vents violents qui menacent l'humanité en lien avec ces défis que j'ai cités. On se retrouve demain pour une autre vidéo sur les questions d'influence des décideurs politiques. Je vais vous parler de la différence entre l'influence et la communication politique et comment toujours mobiliser en tant que décideur politique. Merci, à demain.